Bonjour à tous, bienvenue à nouveau. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Nous avons une toute nouvelle histoire à partager avec vous, alors commençons. Je m'appelle Brett. Quand ma femme m'a remis les papiers du divorce devant sa famille, qui croyait que je n'avais jamais été assez bien pour elle, ce que ni elle ni sa famille ne savaient, c'est que j'avais mon propre cadeau préparé pour elle. Et quand elle l'a ouvert, disons simplement que la pièce n'est pas restée aussi joyeuse après ça. Ce qu'ils n'avaient pas vu venir, c'est que j'avais déjà fait mon coup des semaines avant qu'ils ne fassent le leur. Je me souviens du jour où j'ai rencontré Angela, avant qu'elle ne devienne ma femme. C'était un jour que ni l'un ni l'autre n'avions prévu. Elle est entrée dans mon garage automobile, ayant besoin d'une réparation rapide pour sa voiture. Il y avait un bruit de claquement provenant du compartiment moteur et elle m'a dit plus tard que son garage habituel n'était pas disponible ce jour-là. C'est la seule raison pour laquelle elle a fini chez moi. C'est drôle comme la vie fonctionne. Ce qui semblait être un travail de routine de plus a fini par être le début de quelque chose de grand. Après que je me sois occupé du problème et que j'ai réparé sa voiture, nous avons échangé nos coordonnées. Rien de sérieux à ce moment-là, mais nous sommes restés en contact au cours des mois suivants. Nos conversations sont devenues plus régulières. Angela travaillait dans une entreprise technologique de taille moyenne. Je dirigeais mon propre garage automobile comme une petite entreprise. Pourtant, j'ai réussi à la charmer. Je ne sais pas exactement comment c'est arrivé, mais elle est tombée sous mon charme et nous avons commencé à sortir ensemble peu de temps après. À l'époque, tout semblait parfait alors que nous prenions les choses au jour le jour. Mais les choses ont commencé à changer une fois que le mariage est entré dans la conversation. C'est là que j'ai commencé à remarquer que tout le monde ne nous soutenait pas. Dès le début, sa famille ne m'a jamais complètement accepté. J'ai essayé de ne pas laisser ça me déranger. Je me disais, elle-même, c'est ce qui compte. L'opinion de sa famille n'a pas de poids. Mais j'avais tort. Angela était très proche de sa famille. Ils faisaient toujours des choses ensemble. J'ai sous-estimé la profondeur de ces liens. Même avec les signaux d'alarme qui flottaient juste devant moi, j'ai poursuivi le mariage. Je pensais que son amour suffirait à équilibrer tout le reste. Mais je ne réalisais pas à l'époque à quel point l'opinion de sa famille influençait ses décisions. Pourtant, nous nous sommes mariés, nous avons emménagé ensemble et nous avons commencé notre vie de couple. Les premières années se sont bien passées. Nous nous entendions bien et notre routine quotidienne fonctionnait. Le seul vrai problème était de rendre visite à sa famille. Ne vous méprenez pas, je ne m'attendais pas à être traité comme un roi, mais il y a une certaine façon dont vous vous attendez à être accueilli lorsque vous êtes marié à la fille de quelqu'un. Un niveau de politesse de base, peut-être même un peu de chaleur. Chaque fois que nous y allions, j'avais l'impression de ne pas être à ma place. Dès le premier jour, c'était comme entrer dans une pièce où tout le monde avait déjà pris une décision à mon sujet. Je pouvais sentir la tension, principalement de la part de sa mère. Elle n'essayait même pas de cacher que je n'étais pas le bienvenu. Son père était plus calme, il ne disait pas grand-chose, mais son silence en disait long. Il était clair que je n'étais pas l'homme qu'ils avaient imaginé pour leur fille. Ils me voyaient comme un simple type qui répare des voitures, pas quelqu'un d'assez bien pour leur fille. Ils ne l'ont jamais dit directement, mais on pouvait le sentir. Chaque visite donnait l'impression que je devais faire mes preuves, comme si j'étais constamment mesuré par rapport à une barre dont je ne connaissais même pas l'existence. Et chaque fois que je mentionnais ces choses à Angela, elle disait la même chose, tu n'as pas à les aimer, juste à les tolérer. On ne vit pas avec eux, on ne fait que leur rendre visite. Au début, j'ai essayé de voir les choses de son point de vue. Je pensais que je pourrais faire semblant chaque fois que nous rendions visite, agir comme si tout allait bien et simplement supporter pour elle. Ça a marché pendant un certain temps. Mais au fond, j'ignorais quelque chose d'important. Car Angela n'était pas seulement proche de sa famille, elle était influencée par eux plus que je ne le réalisais. Alors que la carrière d'Angela commençait à décoller, elle gravissait les échelons plus rapidement que la plupart des gens de son âge. Au début, j'étais sincèrement fier d'elle. J'ai vu à quel point elle était dévouée, comment elle travaillait de longues heures et j'admirais sa détermination. Quand elle a eu sa première promotion, je l'ai même surprise avec un dîner et une bouteille de son vin préféré. C'était comme une victoire pour nous deux. Mais avec le temps, les choses ont commencé à moins ressembler à notre et plus à son. Son nouveau poste impliquait plus de responsabilités, et avec cela sont venues plus d'heures, des réunions Zoom sans fin, des appels professionnels qui se prolongeaient jusqu'à l'heure du dîner et les week-ends qui étaient autrefois les nôtres se sont lentement dissous dans ces délais. Ne vous méprenez pas,
je ne restais pas les bras croisés. Je dirige mon propre garage. J'ai toujours travaillé dur. La différence, c'est que mes revenus étaient stables mais modestes. Ils couvraient nos factures, mettaient de la nourriture sur la table, payaient l'hypothèque et laissaient encore de la place pour de petites choses ici et là. Je ne me suis jamais senti complexé par ça. Je nous voyais comme une équipe. Elle gagnait plus, bien sûr, mais je n'ai jamais pensé que l'argent changerait la façon dont nous nous voyons. Il s'est avéré que si. Au début, c'était subtil. Elle annulait des projets parce qu'elle avait une urgence au travail. Je préparais le dîner et je mangeais seul. Nous avions l'habitude de parler de notre journée tous les soirs avant de nous coucher, mais cela s'est transformé en elle vérifiant ses emails professionnels pendant que j'étais allongé là en silence. Je demandais, tout va bien, et elle marmonnait quelque chose à propos d'un projet ou de son épuisement. Et je la croyais. Je pensais que peut-être une fois que les choses se calmeraient au travail, elle reviendrait à moi comme avant. Mais elle ne l'a pas fait. Elle s'est de plus en plus investie dans son travail et de moins en moins dans notre couple. Je me suis rappelé que je l'aimais et que le mariage a des saisons, des hauts et des bas. Mais avec le temps, j'ai commencé à me sentir comme un étranger dans mon propre mariage. Elle ne semblait même pas s'en rendre compte. Angela et moi essayions de concevoir un enfant depuis un certain temps. Nous en avions beaucoup parlé avant sa promotion et son avancement professionnel. Alors, quand elle m'a dit qu'elle avait des symptômes de grossesse, j'ai eu de l'espoir. Nous avons pris rendez-vous et sommes allés chez le médecin ensemble, nerveux et excités. Mais après avoir fait les tests nécessaires, le médecin nous a fait asseoir et nous a donné une nouvelle qui était à la fois décevante et révélatrice. Angela n'était pas enceinte. Évidemment, j'étais triste, mais ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas le test négatif, mais ce qui a suivi. Le médecin, très professionnel et compatissant, a commencé à poser des questions sur la routine quotidienne d'Angela, sa charge de travail et la quantité de repos qu'elle obtenait. Après qu'Angela a décrit sa semaine typique, qui consistait essentiellement en des réunions non-stop, des rapports tard le soir et des emails constants, le médecin l'a regardée et lui a dit calmement qu'avec le niveau de stress qu'elle gérait, il serait difficile pour son corps de se préparer ne serait-ce qu'à une grossesse. Le stress, surtout celui qu'elle absorbait jour après jour, était un facteur majeur qui pouvait rendre la conception difficile. C'était l'avis honnête et scientifique du médecin. Nous avons quitté la clinique en silence. Sur le chemin du retour, je m'attendais à ce qu'elle dise quelque chose comme « peut-être que je dois vraiment ralentir » ou « parlons de la façon dont nous pouvons faire fonctionner ça ». Mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle est retournée à ses emails et à ses appels comme si de rien n'était. Les jours ont passé et j'ai attendu de voir si elle mentionnerait les conseils du médecin. Mais rien. Pas un seul ajustement, même pas une conversation. Ça a fait mal, parce que nous avions tous les deux dit que nous voulions ça. Nous avions dit que nous étions ensemble là-dedans. Mais soudain, j'ai eu l'impression d'être le seul à porter cet espoir pendant qu'elle l'avait silencieusement abandonné. Finalement, je n'ai plus pu le retenir. J'ai choisi une soirée calme et je lui ai demandé directement si elle prévoyait de faire des changements au travail pour nous donner une meilleure chance de fonder notre famille. J'ai été prudent dans mes mots, mais elle ne l'a pas bien pris. Elle s'est mise en colère presque immédiatement, me disant que j'essayais de la retenir. Elle a dit que juste parce qu'elle était ambitieuse et réussissait dans sa carrière, je ne pouvais pas le supporter, que je me sentais menacé par son succès. Et puis elle a dit, mes parents avaient raison à ton sujet. Tu n'es pas en phase avec la direction que je prends. Je suis resté là, incrédule. Ce qui avait commencé comme une simple conversation sur la planification familiale s'est transformé en une attaque contre mon caractère. Je ne pouvais pas comprendre comment nous en étions arrivés là. Tout ce que je voulais, c'était avoir un enfant avec ma femme. Tout ce que j'ai demandé, c'est que nous prenions au sérieux les conseils du médecin. Mais maintenant, on me dépeignait comme insécure, contrôlant et indigne, tout ça dans la même phrase. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il s'agissait de quelque chose de plus profond. Elle avait gardé des choses pour elle, des choses que je ne savais même pas qu'elle ressentait. Et clairement, l'opinion de sa famille à mon sujet commençait à résonner dans sa voix. Après cette nuit-là, j'ai décidé de ne plus jamais aborder le sujet des enfants. Mais éviter ce sujet n'a pas résolu le problème plus vaste. En fait, cela n'a fait que révéler à quel point le fossé entre nous s'était creusé. Nous avons cessé d'être un couple essayant de construire un avenir ensemble. Nous étions devenus deux personnes vivant sous le même toit, avec des définitions très différentes de ce que notre mariage devrait être. Et honnêtement,
Ce silence entre nous était plus fort que n'importe quelle dispute que nous aurions pu avoir. Après la dispute, j'ai commencé à remarquer des changements chez Angela. C'était comme si elle avait actionné un interrupteur. Elle est devenue très soucieuse de son image, presque du jour au lendemain. Soudain, elle était obsédée par la façon dont les gens la voyaient, ce qu'elle portait et avec qui elle était. Elle a commencé à s'habiller différemment. Elle passait des heures à se préparer juste pour aller prendre un verre avec ses collègues, même les jours où elle ne travaillait pas. J'ai toujours admiré le fait qu'elle prenne soin d'elle, mais c'était différent. Ce qui m'a vraiment affecté, c'est la façon dont elle a commencé à passer de plus en plus de temps avec ses amis du travail. Même lorsqu'il n'y avait pas d'événements ou de réunions de travail, elle sortait tard en disant qu'elle faisait du réseautage ou qu'elle se défoulait. Pendant ce temps, j'étais seul à la maison, me demandant ce qui était arrivé à la femme que j'avais épousée. Notre intimité est morte en silence. Les conversations sont devenues courtes, presque comme si nous étions des partenaires commerciaux plutôt qu'un couple. Ce qui était autrefois des discussions chaleureuses et des plaisanteries sur la vie s'est transformé en échanges froids et sans émotion sur les tâches ménagères ou les factures. Puis elle a commencé à me comparer à d'autres personnes. Elle disait des choses comme « Tu sais, Chris vient d'avoir une autre promotion et sa femme n'a à s'inquiéter de rien » ou « Peut-être que tu devrais penser à agrandir le garage. » D'autres mécaniciens font plus. Ce n'étaient pas des suggestions, c'était des pics. Je mentirais si je disais que je n'ai pas pensé à partir presque tous les jours. Je me demandais si je devais juste faire mes valises et quitter le mariage. Il était clair qu'il se détériorait et j'étais le seul à essayer de le maintenir à flot. Mais une partie de moi s'accrochait encore. Je n'arrêtais pas de me demander, que diront les gens si je pars? Me blâmeront-ils? Sa famille dira-t-elle qu'ils avaient raison? Alors je suis resté et j'ai continué à faire semblant. Nous sortions ensemble à des événements comme si tout allait bien. Je souriais sur les photos, il riait à une blague, tout en sachant que la vie que nous avions était partie depuis longtemps. Mais une nuit a tout changé. Angela était rentrée tard à nouveau, disant qu'elle était fatiguée. Elle a simplement enfilé sa tenue de nuit, s'est glissée dans son lit et a commencé à envoyer des SMS à quelqu'un. J'étais assis dans le salon. Plus tard, quand je suis entré dans la chambre, elle s'était endormie avec son téléphone toujours à la main. L'écran était encore allumé. Je l'ai pris et j'ai vérifié le fil de discussion qui a confirmé tout ce que je craignais. Elle discutait avec le même collègue qu'elle disait toujours être juste un ami, celui qui appelait à des heures tardives, celui avec qui elle sortait pour parler. J'ai parcouru leur conversation et mon cœur s'est serré. Ils ne se contentaient pas de parler, ils passaient du temps ensemble, intimement. Il lui disait de divorcer, qu'elle méritait mieux, qu'elle devait cesser de faire traîner les choses. Et le pire, c'est qu'elle était d'accord pour divorcer bientôt. Sa déclaration m'a brisé. C'était comme si elle avait déjà pris sa décision et que j'étais juste sur son chemin. Je suis resté assis là en silence, fixant cet écran, ayant l'impression qu'on m'avait enlevé tout l'air de la pièce. Je ne l'ai pas confronté. Au lieu de ça, j'ai fait des captures d'écran. Je les ai toutes sauvegardées. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'essayer de réparer le mariage et que j'ai commencé à me préparer à y mettre fin selon mes propres termes. Je savais que je ne pouvais plus lui faire confiance. Mais maintenant, j'avais des preuves. Je me suis rendu compte que je devais réfléchir clairement, car si cela allait un jour devant un tribunal, il ne pouvait pas s'agir uniquement de ce que je ressentais. Il devait s'agir de ce que je pouvais prouver. Alors j'ai commencé à tout noter. Chaque regard froid, chaque commentaire irrespectueux, chaque fois qu'elle choisissait de rester dehors tard sans explication réelle. J'ai tout noté, en silence, patiemment. Pas parce que je voulais me venger, mais parce que je devais me protéger de la tempête que je voyais venir. Un soir, nous avons eu une dispute lorsque j'ai évoqué l'idée de voir un conseiller conjugal. Non seulement elle a dit non, mais elle s'est déchaînée. Ces mots étaient blessants et elle a clairement fait savoir qu'elle n'avait aucun intérêt à sauver notre mariage. Je savais que cette conversation était importante, alors je l'ai enregistrée. Cela peut sembler extrême, mais quand on est marié à quelqu'un qui est déjà parti émotionnellement et qui planifie probablement sa sortie, je n'allais pas me laisser surprendre une nouvelle fois. Mais je savais que ça ne suffisait pas. J'avais besoin d'une preuve irréfutable de la liaison. Pendant des semaines, j'ai essayé de la suivre les jours où elle rentrait tard à la maison. Je surveillais sa localisation, j'attendais près de son travail et je passais même devant des endroits que je savais qu'elle aimait fréquenter. Mais rien n'a fonctionné. Elle était prudente ou simplement chanceuse. Quoi qu'il en soit,
je continuais de la perdre. C'est là que j'ai réalisé que je ne pouvais pas faire ça seul. J'ai donc contacté un détective privé. Je lui ai donné tout ce que je savais. Ça n'a pas pris longtemps. Moins d'une semaine plus tard, le détective m'a remis des photos et des clips vidéo. Angela était avec lui. Elle n'essayait même plus de le cacher. C'était tout ce dont j'avais besoin. J'avais maintenant des captures d'écran de leurs discussions nocturnes, un enregistrement audio d'elle refusant la thérapie dans les termes les plus durs, et maintenant des preuves visuelles de sa liaison. Avec tout cela aligné, j'ai appelé mon avocat. J'ai déposé la demande de divorce juste avant Thanksgiving. J'avais les papiers en main, mais je ne les lui ai pas remis immédiatement. Au lieu de ça, j'ai attendu. Nous passions toujours Noël chez ses parents, et s'il y avait un endroit où l'on me faisait constamment me sentir petite et indésirable, c'était bien là. Mais cette fois, j'allais me présenter différemment. J'étais sur le point de leur servir un moment qu'ils n'oublieraient jamais. Au moment où Noël est arrivé, mon mariage avec Angela était déjà mort. Nous ne faisions que jouer un rôle pour le monde extérieur. Mais derrière tout ça, il n'y avait que silence, tension et distance. L'amour était parti depuis longtemps, le respect aussi. Mais même avec tout ça, je ne m'attendais pas à ce que le matin de Noël se passe comme il s'est passé. Nous sommes arrivés chez ses parents la veille de Noël. C'était une tradition, mais cette fois, c'était différent. J'étais plus silencieux que d'habitude. J'ai à peine participé aux conversations. J'attendais juste le bon moment. Puis le matin de Noël est arrivé. Tout le monde était rassemblé dans le salon, le papier cadeau était déchiré et les cadeaux étaient échangés. Je suis resté assis là, laissant le moment se dérouler. C'est alors qu'Angela s'est approchée de moi, tout sourire, et m'a tendu une enveloppe soigneusement emballée. Elle n'a pas dit grand-chose, elle est juste restée là avec ce regard confiant sur son visage, comme si elle savait exactement quel genre de réaction elle allait obtenir. Je l'ai ouverte lentement. J'avais déjà une idée, mais même alors, le voir de mes propres yeux était autre chose. Des papiers de divorce, déposés quelques jours plus tôt. Et alors que je tenais le document dans mes mains, sa famille a commencé à rire. Ils s'amusaient. Mais je n'ai pas bronché. J'ai regardé Angela et j'ai dit, c'est drôle, je t'ai acheté quelque chose aussi. Je me suis penché derrière la chaise et j'ai sorti une petite boîte cadeau noire. Elle a semblé confuse une seconde, comme si elle ne s'était pas préparée à ce que j'ai une réponse. Elle a lentement déballé le cadeau et, au moment où elle a ouvert le couvercle, tout a changé. À l'intérieur de la boîte se trouvaient mes propres papiers de divorce, déjà signés. À côté, il y avait des photos imprimées d'elle et de l'homme qu'elle voyait dans mon dos. Il y avait des captures d'écran de leurs messages privés. Mais ce n'était pas tout. J'ai inclus une clé USB. Je lui ai dit qu'elle voudrait peut-être regarder les vidéos qu'il y avait dessus quand elle aurait un peu d'intimité. Parce que ces vidéos montraient plus que ce que les captures d'écran ne pourraient jamais montrer. La pièce, autrefois remplie de rire, est tombée dans un silence de mort. Personne n'a dit un mot. Le visage d'Angela a perdu toute couleur. Elle savait que j'avais été silencieux pour une raison, mais elle n'avait aucune idée que j'étais venu préparer pour ce moment précis. Je me suis levé lentement, j'ai pris une grande inspiration et j'ai regardé chaque personne dans cette pièce. Je n'étais peut-être pas ce que sa famille voulait pour elle, ai-je dit, mais j'ai été loyal. Elle m'a humilié plus que je ne peux le tolérer. Nous avons tous les deux obtenu ce que nous étions venus chercher. Puis j'ai ajouté, on se voit au tribunal. Je me suis retourné et je suis sorti de la maison. Le processus de divorce qui a suivi n'a pas été facile. Angela s'est battue durement, pensant probablement qu'elle pouvait encore tordre le récit. Elle a dit au tribunal que je n'étais pas un bon mari, a essayé de me dépeindre comme démotivé, émotionnellement distant, tout pour détourner le blâme. Mais les faits parlent plus fort que les mots. Les preuves que j'ai présentées de la liaison, de l'abandon émotionnel et de la façon dont elle m'avait délibérément aliéné dans notre mariage n'ont laissé aucun doute. Et voici la partie qui lui a fait le plus mal, comme elle gagnait beaucoup plus que moi, elle a dû me verser une pension. Nos biens ont été partagés en deux, mais je suis parti avec plus de la moitié. Elle n'était pas contente du résultat. Elle a commencé à appeler mon téléphone constamment, laissant des messages vocaux chargés de colère et d'insultes. Quand ça ne m'a pas affecté, elle est passée au SMS, de longs messages me blâmant pour tout, se moquant de moi, essayant de me provoquer. Je n'ai répondu à aucun. Je ne lui ai donné aucune prise. Finalement, j'ai complètement bloqué son numéro. Ce chapitre de ma vie était terminé.
Honnêtement, une fois que tout a été dit et fait, j'ai eu le temps de m'asseoir avec la vérité de ce qui s'est passé. Et je ne vais pas vous mentir, perdre mon mariage n'a pas été facile. On ne passe pas des années à construire une vie avec quelqu'un pour ensuite s'en aller sans sentir que quelque chose se brise au plus profond de soi. Même après tout ce qu'Angela a fait, j'ai quand même dû faire le deuil de ce que nous étions censés être. Cette partie a fait mal. Mais voici ce qui m'a apporté la paix, je ne l'ai pas laissé, elle ou sa famille, traîner mon nom dans la boue comme il prévoyait clairement de le faire. Ils croyaient vraiment que j'allais m'effondrer. Mais au lieu de ça, j'ai égalé leur énergie. Je n'étais peut-être pas ce que sa famille voulait, mais j'ai été loyal. Je suis resté fidèle et je ne les ai pas laissés m'humilier. Histoire 2, elle m'a dit, pas de bisous, pas de câlins, pas de contact, alors j'ai dit, pas de loyer, pas d'essence, pas de course. Je me souviens du moment exact où j'ai su que mon mariage était en train de mourir. Ce n'était pas une grande dispute. Ce n'était pas une infidélité. C'était un mardi soir de mars, un froid glacial à Fort Worth, et nous regardions une émission de cuisine qu'elle aimait, Choped, ou Beat Bobby Flay, quelque chose comme ça. Je venais de rentrer d'une longue journée sous le capot d'un camion diesel qui fuyait de l'huile sur toutes mes bottes. Et je me suis assis à côté d'elle sur le canapé, encore en chemise de travail, sentant la graisse et la sueur, espérant un peu de proximité. Pas du sexe, rien de fou, juste, je ne sais pas, une main sur la mienne, un sourire, quelque chose qui disait « tu me plais encore ». Alors je me suis rapproché un peu, j'ai posé mon bras doucement derrière elle sur le canapé, et elle s'est raidie. Pas subtilement, comme une planche. Puis, sans même me regarder, elle a dit « Josh, ne fais pas ça ». J'ai retiré ma main comme si j'avais touché du feu. Je n'ai rien dit au début. J'ai juste regardé la télévision pendant que mon cœur brûlait dans ma poitrine. Puis je lui ai demandé doucement « ne pas faire quoi ». Toujours sans me regarder, elle a haussé les épaules. Ne commence pas avec ça. Le truc du contact. Je ne suis pas d'humeur. Je ne l'étais pas non plus, pour être honnête. Je n'essayais pas de commencer quoi que ce soit. Je voulais juste me sentir comme son mari pendant une seconde. Et c'est là que j'ai réalisé. J'étais marié à une femme qui ne voulait plus me toucher. Pas de bisous, pas de câlins, même pas s'asseoir près de moi. J'étais juste un corps chaud dans sa maison qui payait le loyer, sortait les poubelles, réparait l'évier, apparemment, en demandait trop en voulant poser une main sur son épaule après une journée de travail de 10 heures. Ce silence entre nous, ce n'était pas du silence. C'était fort, assourdissant. Je pouvais entendre chaque fissure dans nos fondations à ce moment-là. Et le pire, c'est qu'elle ne pensait même pas que c'était un problème. Elle n'a pas bronché. Elle ne s'est pas excusée. Elle a juste continué à regarder la télévision comme si elle ne venait pas de me donner un coup de poing dans la poitrine avec son indifférence. Laissez-moi revenir un peu en arrière. J'ai 35 ans. Je m'appelle Josh Turner. Je dirige un service de mécanique à domicile dans le comté de Tarrant. Je me déplace avec mes outils, je répare des moteurs, des freins, des alternateurs, tout ce qui est cassé. J'avais l'habitude de rentrer à la maison et de trouver une femme qui m'accueillait avec un baiser à la porte, me demandait comment s'était passée ma journée et riait de mes blagues stupides. Elle s'appelle Rachel. Elle a 33 ans. Elle est infirmière, travaille de nuit à Methodist Mansfield. Et quand on s'est rencontrés, bon sang, c'était le feu. Intelligente, sarcastique, magnifique. On s'est rencontrés à un barbecue du 4 juillet il y a 10 ans, quand j'avais une F-150 déglinguée et un rêve. Elle aimait que je travaille de mes mains. Elle disait que ça me rendait terre à accent grave terre. Elle disait que c'était sexy. À l'époque, on ne pouvait pas se lâcher. Maintenant, on ne se tient même plus la main en public. Et ce n'est pas parce qu'on est occupé. Ce n'est pas parce qu'on est fatigué. C'est parce qu'elle ne veut pas. Et si vous pensez que j'exagère, laissez-moi vous raconter quelque chose qui semblera petit, mais qui m'a profondément blessé. Un soir, je me suis penché pour lui faire un bisou de bonne nuit. Juste un léger sur la joue. Rien de fou. Et elle l'a littéralement essuyé. Elle n'a pas réalisé qu'elle l'avait fait, je pense que c'était un réflexe. Mais, mec, ça m'a anéanti. C'est là que j'ai arrêté d'essayer. J'ai commencé à prendre des notes mentales. Vous savez comment font les hommes. On ne pleure pas. On ne crie pas. On remarque en silence, patiemment.
Et j'ai commencé à voir le schéma aussi clair que le jour. Son téléphone était toujours face contre table. Elle est passée des jeans et du maquillage à la maison aux sweats amples et aux pantalons de survêtement. Même le week-end. Plus de soirées en amoureux, plus de bisous du matin. Même pendant les vacances, elle évitait toute forme de proximité. À Thanksgiving, ses parents sont venus. Et quand j'ai posé ma main sur son dos pendant le dîner, elle a littéralement tressailli devant son père. Il l'a remarqué. Il m'a jeté ce sourire gêné et à moitié compatissant, comme pour dire « Désolé, mon gars ». J'ai arrêté d'aborder le sujet de l'intimité, pas seulement le sexe. Je parle d'intimité émotionnelle. S'asseoir ensemble sur le canapé, dîner ensemble plutôt que séparément, partager des choses, rire. Ces choses sont importantes. Et elles avaient disparu. Une fois, j'ai essayé d'en parler. Je l'ai assise dans la cuisine un samedi matin et j'ai dit, « Rachel, j'ai l'impression qu'on est des colocataires, pas un couple. » Elle buvait son café, regardant son téléphone. Elle a levé les yeux une demi-seconde et a dit, « Tu réfléchis trop encore. Ne sois pas si needy. » Needy ? Je répare des voitures sous le soleil toute la journée. Je porte le poids financier du ménage. J'ai payé pour une 2e certification d'infirmière. Je fais tout le jardinage, je paie la foutue facture d'électricité, et cette femme pense que demander un baiser me rend needy. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas claqué la porte. J'ai juste hoché la tête et je me suis levé. C'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas de l'épuisement. Ce n'était pas une mauvaise passe. C'était une femme qui s'était déconnectée et qui ne me l'avait jamais dit. Une femme qui ne voulait pas quitter le mariage, mais qui voulait les avantages du mariage sans avoir à donner de l'amour, de l'affection ou du respect en retour. Et ce qui a empiré les choses, c'est qu'elle s'attendait à ce que je continue de fonctionner comme un mari pendant qu'elle cessait de fonctionner comme une épouse. Le loyer est dû, je le paie. Le réservoir d'essence est vide, je le remplis. Les courses, c'est moi qui les fais. Sa voiture a besoin de nouvelles plaquettes de frein, je les installe gratuitement dans l'allée. L'anniversaire de sa mère, j'achète les foutues fleurs. Tout ça en dormant à côté d'une femme qui ne poserait même pas la tête sur mon épaule pendant un film. Avez-vous déjà été couché à côté de quelqu'un, à 5 cm de sa peau, et vous sentir à des milliers de kilomètres ? Ce n'est pas le silence qui fait mal. C'est l'absence. Et pourtant, j'ai attendu, j'ai pensé que c'était peut-être juste du stress. Peut-être qu'elle reviendrait à la raison. Peut-être qu'elle aurait un de ces moments où elle se souviendrait de qui j'étais pour elle. Mais non. Les semaines sont devenues des mois, et son affection s'est simplement tarie comme le lit d'une rivière en août. Et ce mardi soir sur le canapé, ce moment où elle m'a dit « non », sans même tourner la tête, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je l'ai vu clairement. Je n'étais plus son mari. J'étais juste le type qui payait les factures pendant qu'elle se déconnectait émotionnellement et s'attendait à ce que je ne m'en rende pas compte. Alors j'ai pris une décision silencieuse cette nuit-là. Si l'amour était hors de question, tout le reste le serait aussi. Le jour où j'ai décidé d'arrêter de financer ma propre humiliation a commencé par une simple question, « Tu as fait les courses aujourd'hui ?» Rachel n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Elle a juste marmonné, « Non, je n'ai pas eu le temps. » Tu aurais pu t'arrêter après le travail. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Ce jour-là, j'étais sous une Chevrolet Suburban par 33 degrés, la sueur coulant dans mon dos, luttant contre des boulons de suspension rouillés dans une allée de Crowley. Je n'ai pas déjeuné. Je n'ai même pas bu une boisson fraîche avant 16 heures. Ma chemise était trempée. Mes doigts saignaient à cause d'une clé à douille qui avait glissé. Mais je suis rentré à la maison comme d'habitude, en m'attendant au moins à une coopération de base. Pas de l'amour, pas de l'affection, juste un frigo plein comme nous en avions parlé. Mais non. Au lieu de ça, elle a eu une journée entière de congé et a quand même réussi à ne rien faire du tout. Pas de course, pas de lessive, même pas nettoyer le foutu gobelet Sonic qu'elle avait laissé sur le comptoir la veille. Et c'est là que quelque chose s'est brisé en moi, pas avec colère, mais avec clarté. Vous voulez savoir ce que c'est que d'être un homme qui donne tout à un mariage pour recevoir de moins en moins en retour chaque année? C'est comme être le seul à ramer dans un bateau où l'autre personne fait activement des trous. Je l'ai regardé debout là, dans ses chaussettes douillettes et son sweat à capuche surdimensionné, buvant son café glacé, faisant défiler des vidéos TikTok de couples qui dansent et rient pendant que son propre mariage rouillait comme une Mustang de casse. Et je lui ai dit, calmement et froidement,
Tu ne veux pas m'embrasser. Tu ne veux pas me serrer dans tes bras. Tu ne veux même pas me regarder comme un mari. Alors pourquoi exactement est-ce que je paie pour ta vie? Elle a cligné des yeux, surprise. Pardon? Je ne suis plus ton mari, n'est-ce pas? Je suis ton distributeur automatique. Je suis ton homme à tout faire, ton valet personnel. Tu ne m'aimes pas. Tu ne me respectes pas. Mais tu t'attends à ce que je te porte à travers cette vie comme si nous étions encore une équipe. Elle a ricané. Tu es dramatique. Non, ai-je dit. Je suis honnête. À partir de maintenant, tu obtiens exactement ce que tu donnes. Je me suis retourné, je suis allé dans mon bureau à la maison et j'ai ouvert tous les comptes que nous partagions, j'ai annulé sa carte, j'ai retiré mon nom de sa ligne téléphonique, j'ai révoqué son accès à la carte d'essence partagée, je l'ai supprimé du compte Crochet. J'ai même annulé les services de streaming parce que, bon sang, si elle ne voulait pas faire partie de cette relation, elle n'obtiendrait pas les avantages qui allaient avec. Ce n'était pas mesquin. Ce n'était pas impulsif. Ça aurait dû être fait depuis longtemps. Elle voulait l'indépendance. Elle l'avait. Vous voyez, la plupart des gens supposent que la vengeance doit être bruyante, destructrice, une grande explosion. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de vrai. La vengeance la plus puissante est le silence et la soustraction. Soustraire l'argent. Soustraire le confort. Soustraire l'homme qu'elle pensait resterait toujours, peu importe à quel point elle devenait froide. Ce soir-là, elle est entrée dans la chambre après 2 heures à m'ignorer. Et maintenant, tu me coupes les vivres, a-t-elle dit, les bras croisés et la voix acérée. Non, ai-je répondu, enfilant un t-shirt propre. Je ne fais qu'égaler ton énergie. Tu m'as coupé les vivres émotionnellement il y a des mois. Je ne fais que suivre ton exemple. Sa voix s'est un peu brisée. Ce n'est pas juste. Vivre avec quelqu'un qui retient son affection mais attend un soutien inconditionnel n'est pas juste non plus. Ce n'est plus un mariage. C'est un accord commercial. Et, chérie, le contrat est rompu. Je n'ai pas dormi dans ce lit cette nuit-là. J'ai pris un oreiller et je me suis écrasé sur le canapé. Elle ne m'a pas suivi. Elle ne m'a même pas dit bonne nuit. Mais le lendemain matin, quelque chose avait changé. Elle est entrée dans la cuisine pendant que je préparais mon déjeuner. Je l'ai vue chercher le Tupperware de reste dans le frigo. Elle l'a ouvert. Rien dedans pour elle. J'ai versé mon café. Elle a ouvert le garde-manger, vide de son côté. J'avais déplacé mes encas, mes céréales, mes barres protéinées dans une caisse étiquetée « Josh ». Je l'avais étiquetée avec du ruban adhésif comme si nous étions de nouveau des colocataires d'université. Elle est restée là, tenant la porte du garde-manger, silencieuse un moment. C'est comme ça que ça va se passer maintenant? J'ai haussé les épaules. Tu as dit pas de contact, pas de bisous, pas de câlin. J'ai supposé que ça voulait dire plus de nous. Et s'il n'y a plus de nous, alors il n'y a plus de course, d'essence ou de loyer de ma part. Je ne vais pas subventionner l'abandon émotionnel. Elle n'a rien dit après ça. Elle est juste partie. Ce jour-là, j'ai eu l'impression que c'était le premier jour depuis des années où je me sentais de nouveau en contrôle. Pas sur elle, sur moi-même. Et laissez-moi vous dire ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi. Elle a commencé à se tendre. J'ai remarqué que sa carte avait été refusée à la station-service. Elle m'a envoyé un SMS à ce sujet. Je l'ai laissé en « lu ». Elle m'a demandé si je voulais faire les courses ensemble comme avant. Je lui ai dit que j'avais déjà fait les miennes. Elle a essayé de faire la conversation le soir. J'ai répondu par des phrases courtes et polies, jamais froides, jamais cruelles, juste distantes. Et c'est là qu'elle a commencé à réaliser ce qu'elle avait perdu. Pas l'argent, pas le confort, mais l'homme qui avait été si patient, si généreux, si loyal même quand il était vide à l'intérieur. Maintenant, il n'était plus qu'un fantôme dans sa maison, présent mais inaccessible. Elle a essayé de se maquiller un jour avant mon retour. Le même rouge à lèvres que j'aimais. Elle a préparé le dîner et m'a servi une assiette. Je l'ai remerciée et je n'y ai pas touché. Ce soir-là, elle a frappé à la porte de mon bureau, ce qu'elle n'avait pas fait depuis des années. « Josh, on peut parler ?» Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé, et j'ai vu la peur dans ses yeux. Pas parce que j'étais en colère, mais parce que je ne l'étais plus. Je n'avais plus d'espoir. Je n'essayais plus. Je ne mendiais pas des miettes d'affection.
Et ça lui faisait plus peur que n'importe quelle dispute à grands cris. Alors je lui ai dit, parlez, bien sûr, mais seulement si c'est une conversation, pas une performance. J'en ai marre d'être le seul à souffrir. Vous savez ce qui est pire qu'un cœur brisé? Réalisez que vous ne signifiez rien pour quelqu'un à qui vous avez tout donné. C'est la partie dont les gens ne parlent pas. Cette lente et douloureuse prise de conscience que pendant que vous vous tuiez à la tâche pour subvenir à ses besoins, pour être loyal, pour être un homme bon, elle se déconnectait simplement de la relation chaque jour comme si c'était un travail à temps partiel qu'elle détestait secrètement. Après que j'ai coupé les ponts avec Rachel financièrement, émotionnellement et physiquement, elle a pensé que c'était une phase. Elle a pensé que je craquerais, que je reviendrais en rampant, mendiant de l'affection comme un chien errant attendant les restes de sa table. Mais ce qu'elle n'a pas compris, c'est que lorsqu'un homme atteint un certain niveau de silence, c'est déjà fini. Pas de manière bruyante, pas explosive, il est simplement parti. La nuit où j'ai quitté la maison était calme. Pas de cris, pas de menaces, pas de larmes. J'ai fait 2 sacs de sport, j'ai mis mes outils à l'arrière de ma camionnette et j'ai laissé les clés sur le comptoir à côté d'une note qui disait simplement « Tu as dit qu'il n'y avait pas d'amour. Je ne fais que respecter tes règles. » J'ai emménagé dans un petit appartement à Weatherford. Ce n'était pas luxueux, juste une chambre au-dessus d'une boucherie familiale sur l'autoroute de Fort Worth. L'endroit sentait la viande fumée le jeudi et le chauffe-eau était capricieux, mais pour être honnête avec vous, c'était la première fois depuis des années que je me sentais vraiment libre. Pas de silence passif-agressif, pas de jeux émotionnels, pas de sentiment d'être un fantôme dans ma propre maison. J'avais la paix, et je la protégeais comme de l'or. Les gens pensent que les hommes s'effondrent après une rupture, qu'ils sombrent, qu'ils se mettent à boire ou à courir après des femmes plus jeunes ou à pleurer dans des lits vides. Et oui, certains le font, mais pas moi. Au lieu de ça, j'ai construit. J'ai mis chaque once d'énergie que je gaspillais à mendier l'amour de Rachel en moi. J'ai commencé à me lever à 5 heures du matin, à aller à la salle de sport avant le travail. J'avais négligé ma santé pendant des années, trop occupé à travailler pour remarquer le ventre que j'avais pris ou les cernes sous mes yeux. Mais maintenant, j'avais le temps. J'avais la concentration. J'ai amélioré mon entreprise de mécanique à domicile. J'ai acheté de meilleurs outils. J'ai fait décorer la camionnette avec une marque personnalisée. J'ai créé un site web. J'ai commencé à recevoir des appels constants de gens de l'extérieur de la ville, Granbury, Aledo, Benbrook. Les affaires étaient en plein essor. Et je vais vous dire quelque chose de drôle. Pour la première fois depuis des années, les gens me voyaient. Les clients louaient mon éthique de travail. Les amis ont recommencé à m'envoyer des SMS. Bon sang, même la serveuse du petit restaurant mexicain en bas de la rue, Marcella, a commencé à se souvenir de mon nom et à me demander comment s'était passée ma journée. Pendant ce temps, Rachel s'effondrait. Les 2 premières semaines après mon départ, elle est restée silencieuse. Pas de SMS, pas d'appel. Je pense qu'elle pensait encore que je reviendrais. La 3e semaine, elle a commencé à tâter le terrain. Et, j'espère que tu vas bien. Pas de réponse. La 4e semaine. On peut parler? J'ai réfléchi. Lui est sans réponse. Puis sont venues les tactiques de culpabilisation. Tu m'as juste abandonné. Après tout ce qu'on a traversé, tu agis comme si j'étais une sorte de monstre. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je voulais la blesser, mais parce que je ne lui devais plus rien de moi. Et c'est ça qui lui a fait le plus mal. Elle ne supportait pas que je ne sois plus disponible, que l'homme qui avait l'habitude de mendier son contact, qui se pliait en 4 juste pour la mettre à l'aise, soit maintenant inaccessible. Puis un jour, j'ai reçu un SMS d'un ami commun, Derek, qui travaillait avec elle à l'hôpital. Il disait, « Mec, ton ex s'effondre au travail. Elle n'a pas l'air bien. Tu vas bien ?» Je n'ai pas demandé de détails. Je n'en avais pas besoin. Car quand on vit une vie construite sur la loyauté d'une autre personne et qu'on la prend pour acquise, quand cette loyauté disparaît, on est obligé de se confronter à son propre reflet. Et pour Rachel, ce miroir s'est brisé rapidement. J'ai entendu dire qu'elle était en retard sur son loyer. L'immatriculation de sa voiture avait expiré. Elle a même appelé mon ancien ami mécanicien pour lui demander s'il réparerait encore ses freins gratuitement. Je lui ai dit de lui dire que je facturais le plein tarif aux étrangers. Et c'est exactement ce qu'elle était devenue, une étrangère. Un soir, j'étais assis sur le haillon de ma camionnette après un long travail,
buvant une bière fraîche, regardant le soleil se coucher sur le lac Weatherford quand j'ai reçu son dernier message. Il disait juste, la façon dont tu m'aimais me manque. Je ne savais pas à quel point j'étais bien loti. Et vous savez quoi? C'est là que j'ai su que j'avais gagné. Pas parce qu'elle souffrait, mais parce que je n'avais plus besoin qu'elle admette qu'elle avait tort. J'avais construit une vie au-delà d'elle. Une vie de paix, de but et de respect de soi. Une vie où je ne donnais pas plus que ce que je recevais. Où je ne marchais pas sur des œufs dans ma propre foutue maison. Finalement, je suis sorti avec Marcella, la serveuse du restaurant de tacos. Douce, drôle. Pas de drame. Au premier rendez-vous, nous avons marché pieds nus sur les sentiers de la rivière Trinity et elle m'a pris la main comme si ça signifiait quelque chose. Il ne s'agissait pas de remplacer Rachel. Il s'agissait de me souvenir de qui j'étais avant que sa froideur ne me le fasse oublier. Alors, si vous êtes un homme qui lisait ceci et que vous êtes là où j'étais, portant tout le mariage sur votre dos tout en recevant des miettes en retour, laissez-moi vous dire quelque chose que personne ne m'a dit. Vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu. Partez simplement en silence, avec dignité, et laissez-les ressentir le silence qu'ils ont créé. Rachel m'a dit, pas de bisous, pas de câlins, pas de contact. Alors je lui ai dit, pas de loyer, pas d'essence, pas de course. Mais le vrai message était celui-ci, pas d'amour, pas de moi. Et c'est comme ça que j'ai repris ma vie.